Merci beaucoup, bonjour. Merci d'être là ce matin. Effectivement, je vais vous parler de la corrélation anatomo-clinique dans les dermatoses inflammatoires en utilisant la méthode d'analyse par pattern. Il n'y a pas de conflit d'intérêt avec le thème présenté et je vous invite à déjà aller sur ce site pingo.coactum.de et mettez le numéro d'accès 12 34 26 pour la fin, pour les petites questions de quiz. Alors, l'historique de la méthode, ça vient du professeur Ackermann. C'est un dermatologue et dermatopathologue éminent américain qui a proposé justement cette méthode d'analyse par pattern parce que notre cerveau a une capacité incroyable de reconnaître les choses à distance. Donc, la raison pour laquelle il a proposé de faire déjà une connaissance à plus faible grossissement. Donc on voyait bien, donc on est capable de reconnaître les différents types d'oiseaux par leur silhouette, mais on ne peut pas dire, par exemple, si on prend le moineau, si c'est bruyant à gorge blanche ou bruyant chanteur. Donc il faut faire une analyse approfondie pour reconnaître le sous-type. C'est exactement la même approche qu'on fait en dermatopathologie. Donc on essaie de reconnaître les lésions à plus faible grossissement et puis on fait une analyse approfondie avec le plus fort grossissement. Donc il a publié en 1978 la première édition où il a proposé justement ces patterns histopathologiques. Et en 1997, dans la seconde édition, il a proposé une méthode algorithmique. Et après, en 2005, c'est la troisième édition. Alors, qu'est-ce que c'est un algorithme? Un algorithme, c'est une série des étapes séquentielles pour résoudre un problème. Et justement, je ne vais pas vous faire peur avec cette analyse qu'on utilise dans la routine. Et donc, en utilisant juste un pattern, on peut arriver à faire des diagnostics en utilisant ces patterns. Alors, on va utiliser des principes de base. Quels sont ces principes de base? Donc, on va déjà identifier le pattern de base à plus faible grossissement et après au plus fort grossissement on va identifier les sous-patterns et puis après on va intégrer tout ça avec les renseignements cliniques, donc on va faire une corrélation anatomo-clinique. Donc on commence avec l'identification des patterns de base. Donc dans la première et seconde édition il y avait 9 patterns, nous utilisons actuellement depuis la troisième édition les 8 patterns que vous voyez ici, dont 7 dans la peau, 8e c'est au niveau de l'hypoderme. Alors si on commence avec ces patterns, donc le premier pattern c'est dermatite périvasculaire, donc c'est l'inflammation superficielle. Deuxième c'est dermatite nodulaire diffuse. Troisième c'est l'inflammation des vaisseaux vasculites. Quatrième c'est dermatite vésiculo-bulleuse. Cinquième c'est dermatite pustuleuse. Sixième périfollicule, donc l'inflammation des follicules pileux. Septième, c'est dermatite fibrosante ou sclérosante. Et huitième, c'est l'inflammation de l'hypoderme, donc paniculite ou hypodermite. Alors, si on peut faire justement ça avec les coupes histologiques, le premier pattern, c'est justement l'inflammation superficielle des vaisseaux, c'est la dermatite périvasculaire. Deuxième, je vous ai dit dermatite nodulaire, comme ici, ou diffuse, comme ici. Et troisième, c'est l'inflammation des vaisseaux, c'est la vasculite. Quatrième, c'est dermatite vésiculeuse ou bulleuse. Vous voyez ici une bulle, par exemple. Et cinquième, c'est la pustule, comme vous voyez ici, une dermatite pustuleuse. Sixième, c'est l'inflammation des follicules pileux, une périfolliculite. Septième, c'est la dermatite diffuse ou fibrosante. Huitième, c'est l'inflammation de l'hypoderme ou l'hypodermite ou paniculite. Alors, dans chaque pattern, il y a encore des sous-patterns. Si on commence par exemple, la dermatite périvasculaire, donc ça peut être uniquement périvasculaire interstitielle,
avec vacuolisation, lichénoïde, avec ballonisation, spongiforme et psoriasiforme. Tous ces patterns, on utilise de reconnaître les lésions à distance. Hein. Donc ici, par exemple, je vous ai mis des exemples pour chaque catégorie: lupus tumidus, mycosis fungoïde, lupus érythémateux, lichen plan, herpès simplex, eczéma ou psoriasis. Pour le deuxième pattern aussi, vous avez des exemples comme sarcoïdose et leishmaniose. Troisième, ça peut être des petits vaisseaux ou gros vaisseaux, et vasculite leucocytoclasique ou périartérite noueuse. Pour la dermatite vésiculeuse ou bulleuse, ça peut être intraépidermique, sous-épidermique, intra- et sous-épidermique. Et pour chaque fois, donc, ça peut être pemphigus vulgaire, pemphigoïde bulleuse ou réaction sur piqûre d'insectes. Dans la dermatite pustuleuse, nous avons deux sous-patterns. Ça peut être folliculaire, donc infundibulaire, ou en surface épidermique, donc superficielle. C'est la folliculite pustuleuse ou alors psoriasis pustuleux. Pour la périfolliculite, nous avons trois sous-patterns: péri-infundibulite, périfolliculite ou péribulbite. Et pour ces pathologies, nous avons lupus érythémateux, lichen plan ou alopécie anaire ou la pelade comme exemple. Pour la dermatite fibrosante avec augmentation de nombre de fibroblastes ou des fibres de collagène pour la sclérose, nous avons comme exemple la cicatrice ou lichen scléro-atrophique. Et finalement, pour la paniculite, vous avez trois sous-patterns: à prédominance septale, à prédominance lobulaire ou mixte. Et pour chaque fois, nous avons des exemples, par exemple, érythème noueux, paniculite pancréatique ou nécrobiose lipoïdique. Alors, après avoir identifié ces patterns de base au plus faible grossissement, on va identifier les sous-patterns en utilisant des grossissements plus forts. Alors, par exemple, on va analyser les altérations épidermiques après le site et le type de la vésiculation ou des altérations vasculitiques. On va analyser également la composition de l'infiltrat qui nous aide pour faire un diagnostic histologique précis. Pour les altérations épidermiques, par exemple, on va chercher une spongiose qui est l'œdème intercellulaire, donc entre les kératinocytes. Et comme exemple clinique, c'est l'eczéma ou dermite de contact allergique. Alors, si vous avez une acanthose psoriasiforme, donc c'est une dermatite psoriasiforme, comme exemple, il y a le psoriasis vulgaire. Si nous avons une acantholyse, donc c'est la dissociation des kératinocytes au niveau épidermique, nous avons le pemphigus vulgaire. Donc pour la vésiculation, si c'est superficiel, sous-corné avec de l'acantholyse, donc ça peut être un pemphigus foliacé ou pemphigus superficiel. Si le clivage, si nous avons un clivage suprabasal avec une dyskératose acantholytique, ça peut être une maladie de Grover. Si c'est un clivage sous-épidermique, dans ce cas-là, ça peut être une pemphigoïde bulleuse. Alors pour la vasculite, on va identifier si c'est des petits vaisseaux ou de gros vaisseaux. S'il y a une atteinte des petits vaisseaux avec une nécrose fibrinoïde dans la paroi, avec une clinique comme ça, des lésions maculo-papuleuses et croûteuses purpuriques, ça peut être une vasculite leucocytoclasique. S'il y a une atteinte de petits vaisseaux avec des thromboses dans la lumière, dans ce cas-là, ça peut être une vasculite septique. Et s'il y a une atteinte des gros vaisseaux avec la nécrose fibrinoïde, thrombose ou alors infiltration de la paroi par des cellules inflammatoires, dans ce cas-là, avec une présentation clinique de livédo ou des nouures, ça peut être une périartérite noueuse. Alors, finalement, on va chercher la composition de l'infiltrat. S'il s'agit des lymphocytes et des globules rouges extravasés, et s'il y a aussi des dépôts d'hémosidérine, ça peut être
une capillarité purpurique de type Schamberg. S'il s'agit d'un infiltrat avec des lymphocytes et beaucoup de plasmocytes, comme vous voyez ici, avec une présentation clinique de plaques comme ça peut être une borréliose, donc érythème chronique migrateur. S'il y a des lymphocytes et beaucoup d'éosinophiles, avec une présentation clinique comme ça peut être une réaction sur piqûre d'insecte. Et s'il y a beaucoup de neutrophiles, aussi des éosinophiles avec des vaisseaux dilatés, avec une présentation clinique des papules œdémaciées, ça peut être une urticaire. Alors finalement, nous avons un infiltrat des histiocytes qui forment un granulome avec une couronne lymphocytaire autour. Ça peut être une sarcoïdose. Et s'il y a des collections de neutrophiles sous-épidermiques avec un petit clivage sous-épidermique d'un édème papillaire, avec une présentation clinique de la présence des lésions papillocroûteuses au niveau des coudes, par exemple, ça peut être une dermatite herpétiforme. Et si les éosinophiles prédominent dans l'infiltrat, dans ce cas-là, avec des bulles tendues, on peut penser à une pemphigoïde bulleuse. Et si nous avons un petit infiltrat avec un clivage sous-épidermique et conservation des papilles dermiques, dans ce cas-là, avec des bulles sur les dos de main, on va penser à une porphyrie cutanée tardive. Alors, après, on va intégrer tout ça avec des renseignements cliniques. Donc, on va faire une corrélation anatomo-clinique. Alors, c'est à ce moment-là que maintenant, je vais vous redemander de vous connecter sur ce site. Alors, nous aurons 4 questions, 4 quiz. Et mettez, s'il vous plaît, ce numéro d'accès 1, 2, 3, 4, 2, 6. Donc, si vous êtes prêts, je commence avec le premier cas. Alors, le premier cas, après tout ce que je vous ai présenté, nous avons un pattern numéro 1, une dermatite périvasculaire. Vous voyez, donc il n'y a pas d'infiltrat interstitiel. Et c'est uniquement périvasculaire. Mais il y a encore autre chose, c'est qu'il y a des foyers de spongiose. D'accord ? Donc, nous avons des foyers de spongiose, formation de vésicules, avec une parakératose, des foyers de parakératose, mais ce n'est pas une parakératose confluente. Alors, cliniquement, nous avons des plaques érythémateuses avec une desquamation périphérique. Dans le dos, il y a de multiples lésions, même papuleuses aussi. Et vous voyez, apparemment, c'est la première lésion qui est apparue, ce qu'on appelle le médaillon. Alors, je pense que j'ai assez dit. Donc, on commence le vote. Quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est un eczéma, une dermite séboréique, une mycose, une toxidermie spongiforme ou un pityriasis rosé de Gibert? Voilà, donc la majorité a voté pour pityriasis rosé de Gibert, effectivement le E. Et la bonne réponse est effectivement un pityriasis rosé de Gibert. Donc, si on fait notre corrélation anatomo-clinique, effectivement, la squame, la desquamation correspond à ces petits foyers de parakératose. Et puis, la papule, elle est constituée par cet infiltrat dermique superficiel, des globules rouges intravasculaires
et aussi par cette hyperplasie épidermique avec la spongiose. Très bien. Alors maintenant, on part sur le deuxième cas. Alors, ce deuxième cas est le pattern numéro 3, donc c'est la vasculite. C'est l'inflammation autour des vaisseaux. Et ce sont des petits vaisseaux. Mais il n'y a pas que ça, il y a également des globules rouges extravasés. Et aussi, il y a de la fibrine dans la paroi vasculaire, une leucocytoclasie et des globules rouges extravasés, comme j'ai dit. Et cliniquement, ce sont des maculopapules purpuriques et croûteuses sur les membres inférieurs, et sur les jambes et également sur les pieds. Quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est une vasculite leucocytoclasique? Est-ce que c'est une périartérite noueuse? Est-ce que c'est un érythéma élévatum et diotinum? Vasculite nodulaire ou vasculopathie livédoïde? Voilà, donc la majorité a voté pour la vasculite leucocytoclasique. Effectivement, c'est une vasculite leucocytoclasique. Bravo. Il y a des papules, effectivement, qui sont constituées par le derme superficiel et l'infiltrat neutrophilique. C'est des lésions purpuriques parce qu'il y a des globules rouges extravasés. Et puis parfois, nous avons également une couleur grisâtre qui correspondrait à la nécrose épidermique, parce que des fois, ça peut être des lésions vasculitiques nécrosantes. Très bien. Troisième cas, c'est une dermatite vésiculo-bulleuse, pattern numéro 4, et c'est sous-épidermique, c'est le sous-pattern. Alors, nous avons également beaucoup d'éosinophiles à la base du clivage, et cliniquement, c'est un patient âgé qui présente des lésions bulleuses diffuses qui sont prugineuses avec des bulles tendues, mais aussi quelques lésions croûteuses et maculopapuleuses ailleurs. Alors, quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est une épidermolyse bulleuse, une dermatite herpétiforme, une pemphigoïde bulleuse, une dermatose à IgA linéaire, ou alors un pemphigus vulgaire? Voilà, donc vous avez voté plutôt pour le C, donc pemphigoïde bulleuse, et vous avez raison, c'est une pemphigoïde bulleuse parce que il y a des vésicules et des bulles qui correspondent effectivement à ce clivage sous-épidermique. Donc il y a également des plaques urticariennes dans les formes, dans les stades pré-bulleux, qui sont constituées par une spongiose, un œdème dermique et aussi par un infiltrat lymphocytaire ou éosinophilique dans le derme. Voilà, donc quatrième et dernière question. Donc nous avons le pattern numéro 5, une dermatite pustuleuse, et c'est superficiel et épidermique, mais pas folliculaire. Il y a également un infiltrat périvasculaire et interstitiel, et aussi sur les côtés une hyperplasie psoriasiforme avec la présence des pustules spongiformes. Alors cliniquement, ce sont des pustules à fond érythémateux avec des lésions élémentaires secondaires de type desquamation
qui sont présentes au niveau du bras et également sur le tronc. Quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est une pustulose IgA intraépidermique? Est-ce que c'est une pustulose exanthématique aiguë généralisée, donc une toxidermie pustuleuse? Est-ce que c'est une folliculite pustuleuse, un psoriasis pustuleux ou une pustulose sous-cornée de Sneddon et Wilkinson? Voilà, donc la majorité a voté pour le D, donc au psoriasis pustuleux. Et vous avez raison, c'est un psoriasis pustuleux. Effectivement, la pustule est constituée par des neutrophiles et qui peut être justement cette pustule sous-cornée, intracornée ou intraépidermique. Puis l'érythème est constitué par cet infiltrant inflammatoire avec des globules rouges intravasculaires. Bien entendu, donc cet algorithme a également ses limitations, donc c'est pour ça qu'il faut développer une stratégie et des algorithmes personnalisés. Et donc juste pour finir, pour illustrer la puissance du cerveau humain pour reconnaître les choses à distance, donc je vais vous montrer un tableau très fameux de Salvador Dali qui a en fait de ce tableau sa femme qui regarde la mer Méditerranée et qui devient à 20 mètres le portrait d'Abraham Lincoln. Donc en fait, on peut reconnaître l'Abraham Lincoln à distance, mais pas quand on est de près. Donc la raison pour laquelle on dit que de voir une chose une fois, ça vaut beaucoup mieux que de l'entendre 100 fois. Et merci beaucoup pour votre attention.